au cœur de la tour du Temple. Dans le silence glacial de l'hiver 1792, un homme attendait son destin. Cet homme n'était plus un roi, ni même une majesté déchue. Il était simplement le citoyen Louis Capet, un nom dépouillé de toute grandeur. Une étiquette conçue pour effacer 1000 ans de monarchie. L'homme qui, par la grâce de Dieu, avait été le souverain absolu de la France, l'incarnation vivante de l'État, se retrouvait prisonnier d'une révolution qui avait non seulement renversé son trône, mais aussi déconstruit son identité sacrée. Chaque jour qui passait dans cette forteresse médiévale était une nouvelle étape dans un processus d'avilissement méticuleusement orchestré. Ses gardiens, des révolutionnaires ardents, prenaient un plaisir cruel à lui rappeler sa nouvelle condition, l'appelant Louis ou Capet, savourant la transgression de briser l'étiquette qui avait autrefois protégé la personne royale comme une armure invisible. Il était désormais un homme ordinaire, et c'est en tant que tel qu'il devait faire face à une invention extraordinaire. L'instrument le plus terrifiant et le plus efficace de la Révolution, la guillotine. Cette machine, conçue par le docteur Guillotin comme un moyen de rendre la mort plus humaine et égalitaire, était devenue le symbole d'une justice nouvelle, implacable et impersonnelle. Elle était le grand niveleur, le rasoir national qui ne faisait aucune distinction entre un roi et un voleur. Pour Louis, cette perspective n'était pas seulement celle de la mort, mais celle d'une humiliation finale et publique. Un spectacle macabre où son sang devait sceller la naissance de la République. Ce qui rendait sa situation particulièrement atroce, c'était la certitude que sa mort n'était pas un simple acte de vengeance, mais une nécessité politique froide et calculée. Les architectes de la Révolution, des hommes comme Robespierre et Saint-Just, comprenaient qu'on ne pouvait pas simplement emprisonner un roi. Tant que Louis Capet respirait, l'idée de la monarchie survivait avec lui. Pour tuer le principe, il fallait détruire l'homme. Et le faire d'une manière qui transformait l'exécution en un acte fondateur. Un sacrifice rituel sur l'autel de la nation. L'histoire que nous allons raconter n'est donc pas seulement celle des dernières heures d'un monarque. C'est le récit de la dissolution symbolique d'un monde, l'agonie d'un régime qui se croyait éternel. C'est l'exploration d'un processus de déshumanisation où le droit divin fut noyé dans l'encre des pamphlets, brisé par les cris de la foule et finalement tranché par la lame d'une machine. C'est l'histoire de la façon dont on transforme un Dieu mortel en un simple corps. Et comment ce corps, une fois profané, devient la pierre angulaire d'un ordre nouveau et terrifiant. Le procès et l'exécution de Louis XVI ne furent pas une fin, mais un commencement, le début d'une ère de violence légalisée où la mort devenait un instrument de gouvernement. L'historiographie officielle de la République française a souvent présenté l'exécution de Louis XVI comme la conclusion logique et inévitable d'une tyrannie séculaire. Les livres d'école dépeignent un peuple opprimé se levant pour réclamer justice contre un despote, et la guillotine comme l'outil juste de cette libération. Mais la réalité, comme toujours, est infiniment plus complexe et plus sombre. La vérité, c'est que la mort du roi ne fut pas une simple conséquence de ses échecs politiques ou de la fureur populaire. Elle fut le point culminant d'une campagne de désacralisation systématique. Une guerre psychologique menée pour transformer l'oint du Seigneur en un traître méprisable. Pendant des siècles, la personne du roi de France avait été investie d'une aura mystique. Le sacre à Reims n'était pas une simple cérémonie. C'était un sacrement qui faisait du monarque un être à part, un lieutenant de Dieu sur terre, doté du pouvoir thaumaturgique de guérir les écrouelles.
Attenter à sa vie était non seulement un crime de lèse-majesté, mais un sacrilège. Pour pouvoir juger Louis, et a fortiori le condamner, il fallait d'abord le dépouiller de cette armure divine. Ce processus commença bien avant son procès. Il fut mené dans les pages des journaux radicaux, dans les caricatures grossières qui le dépeignaient en cochon ou en tyran cornu, dans les chansons populaires qui se moquaient de son impuissance supposée et de la frivolité de sa femme. Chaque pamphlet, chaque image, chaque rumeur était un coup de ciseau qui ébréchait la statue du commandeur. La fuite à Varennes, en juin 1791, fut le coup de grâce. En tentant de s'échapper, le roi n'était plus le père de la nation, il devenait un fugitif, un traître qui abandonnait son peuple pour chercher de l'aide auprès des ennemis étrangers de la Révolution. À partir de cet instant, le lien de confiance, déjà ténu, fut brisé à jamais. Louis était devenu un homme ordinaire, faillible et, surtout, jugeable. Les révolutionnaires les plus radicaux comprirent que le procès était encore plus important que l'exécution elle-même. Ce ne devait pas être un acte de vengeance, mais une démonstration de la souveraineté du peuple. En plaçant le roi sur le banc des accusés, la Convention nationale s'érigeait en tribunal suprême, inversant des siècles de hiérarchie politique. Ce n'était plus le roi qui jugeait ses sujets, mais les sujets qui jugeaient leur roi. La pression psychologique exercée sur Louis durant son emprisonnement au Temple visait précisément à accélérer cette désacralisation. Le priver de ses titres, le séparer de sa famille, le soumettre à une surveillance constante et humiliante. Tout cela contribuait à le réduire à sa simple condition humaine. Il fallait que le peuple, en le voyant vulnérable, oublie qu'il avait un jour été un dieu. Ce récit ne s'attardera pas seulement sur le bruit de la lame qui tombe. Il explorera l'effroyable silence qui le précède. Un silence rempli de manœuvres juridiques, de terreur politique et de la tragédie personnelle d'un homme écrasé par l'histoire. Le véritable théâtre de la cruauté ne fut pas l'échafaud, mais la salle du manège, où la Convention nationale se réunit pour décider du sort de l'ancien roi. Ce procès fut une parodie de justice, une formalité légale dont l'issue était décidée d'avance. Les accusations portées contre Louis Capet étaient un mélange de faits avérés, d'exagérations et de pures inventions, allant de la tentative de fuite à Varennes au financement des armées contre-révolutionnaires, en passant par le massacre du Champ de Mars. Le but n'était pas d'établir une vérité judiciaire, mais de construire un récit politique, celui d'un roi qui avait trahi la nation et méritait donc la mort. La défense de Louis, menée par des avocats courageux comme Malesherbes et de Sèze, était vouée à l'échec. Comment défendre un homme quand ses juges sont aussi ses accusateurs et que la pression de la rue exige le sang? La dignité et le calme dont Louis fit preuve durant les débats contrastèrent de manière saisissante avec la fureur de ses ennemis. Il répondit aux questions avec une précision de juriste, s'appuyant sur la Constitution de 1791 que la Révolution elle-même avait créée. Soulignant l'ironie tragique de sa situation, il était jugé pour des actes commis alors qu'il était un monarque constitutionnel, par des hommes qui avaient depuis longtemps rejeté cette même Constitution. Mais la logique et le droit n'avaient plus leur place. La question, comme le déclara brutalement Saint-Just, n'était pas de nature juridique, mais politique. On ne peut point régner innocemment, proclama-t-il. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. Dans cette formule glaçante résidait toute la logique de la terreur à venir. Il ne s'agissait plus de juger un homme pour ses crimes, mais de condamner une fonction pour son existence même. La monarchie était le crime, et Louis en était le symbole vivant. Sa mort était donc une nécessité pour la survie de la République.
l'exploration de ces jours sombres nous obligera à disséquer la psychologie de la peur. La manière dont une assemblée d'hommes, beaucoup d'entre eux modérés au départ, fut poussée à commettre le régicide par la crainte de paraître faible, par la menace des sections parisiennes et par l'engrenage implacable de la violence révolutionnaire. Le vote final sur la sentence, où chaque député devait monter à la tribune pour annoncer sa décision à voix haute, fut un moment de drame insoutenable. Des cousins du roi, comme Philippe Égalité, votèrent la mort, scellant leur propre destin par la même occasion. Le verdict, la mort, sans sursis, ne fut pas seulement une condamnation pour Louis, ce fut un point de non-retour pour la Révolution. En faisant couler le sang royal, elle se coupait de tout espoir de compromis et s'engageait sur une voie de purification interne qui allait bientôt dévorer ses propres enfants. Pour comprendre comment la France, la fille aînée de l'Église et le phare de la civilisation européenne, en est arrivée à décapiter son roi. Il faut remonter le temps et examiner les fissures profondes qui parcouraient l'édifice de l'Ancien Régime. À la fin du XVIIIe siècle, la France était un royaume de paradoxes. D'un côté, elle était le centre culturel de l'Europe. Sa langue parlée dans toutes les cours, sa philosophie des Lumières éclairant le monde. De l'autre, sa structure sociale était un anachronisme médiéval. Une pyramide rigide et injuste qui plaçait une immense majorité de la population sous le joug d'une minorité privilégiée. La société était divisée en 3 ordres. Le clergé et la noblesse, représentant à peine 2% de la population, possédaient une part disproportionnée des terres et, surtout, étaient exemptés de la plupart des impôts. Tout le poids fiscal reposait sur les épaules du tiers-état. Une catégorie hétéroclite allant du paysan le plus pauvre au banquier le plus riche. Cette injustice fiscale était la source d'un ressentiment profond et croissant. À cela s'ajoutait une crise financière catastrophique. Les guerres coûteuses menées par Louis XIV et Louis XV, combinées au soutien financier de la France à la Révolution américaine, avaient vidé les coffres de l'État. Le royaume était au bord de la faillite. Chaque tentative de réforme fiscale, visant à faire contribuer les ordres privilégiés, se heurta à leur opposition farouche. Le roi, en théorie un monarque absolu, se trouvait en réalité paralysé par la résistance des parlements. Ces cours de justice dominés par des nobles qui défendèrent leurs propres intérêts sous couvert de protéger les lois fondamentales du royaume. Pendant que la structure politique craquait, une révolution intellectuelle était en marche. Les philosophes des Lumières, Voltaire, Rousseau, Diderot, Montesquieu, remettaient en cause les fondements mêmes de la monarchie de droit divin et de la société d'ordre. Leurs idées sur la raison, les droits naturels, la souveraineté populaire et la séparation des pouvoirs se propageaient à travers les salons, les cafés et les livres, même clandestins. Ils fournissaient au tiers-état un langage et un cadre idéologique pour formuler ses griefs. Le peuple, lui, souffrait. Des années de mauvaise récolte avaient provoqué une flambée du prix du pain, l'aliment de base. La faim était une réalité quotidienne pour des millions de Français, qui voyaient avec une colère grandissante le faste et l'extravagance de la cour à Versailles. Le palais du roi était un monde à part, une cage dorée où l'étiquette et les divertissements masquaient la réalité d'un royaume en crise. Les rumeurs les plus folles circulaient sur les dépenses de la reine. Marie-Antoinette, surnommée Madame Déficit, et sur les pactes de famine supposément conclus par des aristocrates pour spéculer sur le blé. C'est dans ce climat explosif, ce mélange de misère économique, d'injustice sociale et de fermentation intellectuelle, que Louis XVI convoqua les États généraux en 1789 pour la première fois depuis 175 ans. Il espérait trouver une solution à la crise financière. Il allait
sans le savoir. Ouvrir la boîte de Pandore et déclencher une révolution qui allait non seulement lui coûter son trône et sa vie, mais aussi changer le cours de l'histoire du monde. Au centre de cette tempête historique se trouvait un homme singulièrement mal préparé pour y faire face. Louis XVI n'était pas le tyran sanguinaire que la propagande révolutionnaire dépeindrait plus tard. Il n'était pas non plus le monarque visionnaire et réformateur dont la France avait désespérément besoin. Il était, tragiquement, un homme honnête, pieux et bien intentionné, mais aussi timide, indécis et profondément conservateur. Son drame personnel fut d'hériter d'un monde en pleine mutation, alors que son caractère et son éducation l'avaient programmé pour un monde qui n'existait déjà plus. Né en 1754, le jeune Louis-Auguste, duc de Berry, n'était pas initialement destiné à régner. Ce n'est qu'après la mort de son père et de son frère aîné qu'il devint le dauphin. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne montrait aucun goût pour la guerre, la chasse effrénée ou les intrigues galantes de la cour. Ses passions étaient de plus solitaire et plus modeste la géographie, les sciences et, surtout, la serrurerie. Dans son atelier privé à Versailles, loin des pressions du pouvoir, il trouvait un refuge, un monde tangible de métal et de mécanismes qu'il pouvait maîtriser. Contrairement au royaume complexe et insaisissable qu'il attendait, lorsqu'il monta sur le trône en 1774 à l'âge de 20 ans, il fut submergé par le poids de sa charge. Une anecdote célèbre rapporte qu'à l'annonce de la mort de son grand-père, Louis XV, lui et sa jeune épouse, Marie-Antoinette, s'agenouillèrent en s'écriant « Mon Dieu, protégez-nous, nous régnons trop jeunes ». Cette exclamation révélait une lucidité touchante sur sa propre inadéquation. Il voulait sincèrement le bien de son peuple. Mais il était prisonnier d'une éducation qui lui avait enseigné que la volonté du roi était l'expression de la volonté de Dieu, et que toute remise en cause de l'ordre établi était une attaque contre cet ordre divin. Son mariage avec l'archiduchesse d'Autriche, Marie-Antoinette, arrangé pour des raisons diplomatiques, ajouta à ses difficultés vives, extravertie et aimant le luxe, la jeune reine se sentit rapidement étouffée par l'étiquette rigide de la cour française et par le tempérament introverti de son mari. Leur incapacité à consommer leur mariage pendant 7 ans devint un secret de polichinelle, alimentant les moqueries et sapant davantage l'image de virilité du roi, une qualité essentielle pour un monarque à cette époque. Entouré par des factions de courtisans qui poursuivaient leurs propres intérêts, Louis était incapable de soutenir durablement une politique de réforme. Il nomma des ministres compétents comme Turgot et Necker, puis les renvoya dès que leurs propositions de réforme fiscale se heurtèrent à l'opposition des privilégiés. Son règne fut une succession d'hésitations, de demi-mesures et de reculades. Il possédait l'intelligence nécessaire pour comprendre la nécessité des réformes. Mais il manquait de la force de caractère indispensable pour les imposer. Il était un homme décent dans une époque qui exigeait de la grandeur. Un père de famille aimant dans une fonction qui demandait un chef d'État impitoyable. C'est cette faiblesse fondamentale, cette incapacité à choisir une voie et à s'y tenir, qui allait le rendre si vulnérable lorsque la crise éclata. Il n'était ni assez fort pour être un despote, ni assez souple pour devenir un véritable monarque constitutionnel. Il était simplement Louis XVI, Woni Success, le roi malgré lui. Un homme ordinaire placé par la naissance dans une situation extraordinaire, destiné à être broyé par des forces historiques qu'il ne pouvait ni comprendre, ni contrôler. Chaque Shan, roi. Toi ce type-toc, Kau Shuyen, Bitham, Quoi, Louis XVI. Tuan-tu, Nguyen, Ngatfong, Cash. Kau Truk Va Tonggyong, Jianjuok, Tietlap. Duajai la Kashfan, tu Sigendas. La tragédie de Louis XVI ne naquit pas d'un seul événement.
mais des échos discordants d'un régime qui refusait de mourir, et d'une ère nouvelle qui luttait pour naître. La véritable origine du conflit, plus profonde que la crise financière ou la faim du peuple, résidait dans l'affrontement de deux visions du monde totalement irréconciliables. D'un côté, il y avait Louis, l'héritier d'une lignée qui se percevait comme choisie par Dieu. Pour lui, la monarchie n'était pas un système politique, mais un ordre naturel et sacré. Chaque aspect de sa vie, de son éducation à ses devoirs quotidiens, était imprégné de cette certitude. Il était le père de son peuple. Son autorité émanait de Dieu. Et remettre en question cet ordre était une forme de blasphème. De l'autre côté, il y avait l'esprit des Lumières, un courant de pensée puissant et corrosif qui avait sapé les fondations idéologiques du trône pendant des décennies. Cet esprit nouveau parlait de droits de l'homme, de contrat social, de souveraineté populaire, des concepts qui étaient l'antithèse même du droit divin. Ce n'était plus une simple querelle entre un roi et ses nobles. C'était un choc cataclysmique entre la foi et la raison, la tradition et le progrès, l'affaire du collier de la reine. Bien que Marie-Antoinette y fût totalement innocente, fut un catalyseur parfait pour cette guerre idéologique. L'histoire d'une parure de diamant d'une valeur astronomique, mêlant cardinal ambitieux, comtesse intrigante et une reine déjà perçue comme une étrangère dépensière, devint une parabole de la corruption et de la décadence de la cour. La crédulité du public, avide d'avaler les calomnies les plus outrancières, démontrait à quel point l'image de la monarchie était déjà souillée. Le scandale ne détruisit pas la monarchie, mais il en brisa l'éclat, la rendant vulnérable et méprisable aux yeux de beaucoup. Le conflit trouvait également sa source dans la paralysie même de l'État. Louis XVI, conscient de la nécessité des réformes, se retrouva piégé. Chaque fois qu'il tentait de moderniser la fiscalité pour sauver le royaume de la banqueroute, il se heurtait au mur des privilèges. La noblesse et le clergé, arc-boutés sur leurs exemptions d'impôts, utilisèrent les parlements pour bloquer toute avancée. Le roi, supposément absolu, se découvrait impuissant. Cette impuissance était peut-être la plus grande faute du régime. Un tyran peut être craint et combattu, mais un monarque faible qui ne peut ni imposer sa volonté, ni protéger son peuple de la misère, devient un objet de mépris. Louis n'était ni l'un ni l'autre. Il était un homme pris au piège, oscillant entre la fermeté autoritaire de ses ancêtres et les concessions libérales que l'époque semblait exiger, ne satisfaisant finalement personne. La tragédie était donc inscrite dans la nature même de son pouvoir, un pouvoir immense en théorie, mais fragile et contesté en pratique. Dans un royaume où les anciennes certitudes s'effondraient plus vite que le roi ne pouvait les consolider. Face à un roi indécis et à un régime paralysé, une nouvelle force se leva. Une force brute, chaotique et implacable, le peuple de Paris. Mais ce peuple n'était pas une entité unifiée. C'était une mer houleuse de boutiquiers, d'artisans, d'ouvriers et de déshérités, connue sous le nom de sans-culottes, animée par la faim, la peur des complots aristocratiques et une soif de justice radicale. Ils devinrent le moteur physique de la Révolution. Leur colère était l'énergie nucléaire que de nouveaux meneurs apprirent rapidement à canaliser. Ces meneurs formaient la véritable force d'opposition, les contre-pouvoirs qui allaient démanteler la monarchie. Parmi eux, 3 figures se distinguaient, incarnant les différentes facettes de la ferveur révolutionnaire. Il y avait d'abord Maximilien Robespierre, l'avocat d'Arras, surnommé l'incorruptible, froid, dogmatique, ascétique. Il était le grand prêtre de la nouvelle religion civique. Pour lui, la révolution n'était pas une simple réforme politique, mais une quête de pureté morale, une régénération de l'humanité. Sa parole, précise et tranchante comme une lame, définissait la vertu, dénonçait les ennemis du peuple et justifiait la terreur comme un mal nécessaire.
une émanation de la vertu. Il ne cherchait pas le pouvoir pour lui-même, mais pour l'idée abstraite et terrifiante d'une république parfaite, quitte à éliminer tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. À l'opposé du spectre se trouvait Georges Danton, orateur tonitruant, homme de passion et d'action. Il incarnait l'énergie vitale et parfois brutale de la Révolution. Sa voix puissante pouvait soulever les foules, galvaniser les troupes et exiger de l'audace. Encore de l'audace, toujours de l'audace. Contrairement à Robespierre, Danton était un homme de chair et de sang, aimant la vie, l'argent et les plaisirs, ce qui le rendait à la fois plus humain et plus vulnérable. Il fut l'âme du soulèvement qui renversa le trône. Mais sa modération ultérieure, son désir d'arrêter l'effusion de sang, serait interprété comme une trahison par les plus radicaux. Enfin, il y avait Jean-Paul Marat, le médecin devenu journaliste, dont le journal L'Ami du Peuple était le catalyseur de la paranoïa et de la haine. Assis dans son bain médicinal pour apaiser une maladie de peau, Marat rédigeait des listes de traîtres, réclamait des centaines, puis des milliers de têtes, et attisait constamment le feu de la suspicion. Il était la voix de la rage la plus pure, le prophète de la violence populaire, convaincu que seule une purge sanglante pouvait sauver la Révolution. Ces hommes, et d'autres, comme eux, au sein du club des Jacobins, formaient un contre-pouvoir redoutable. Ils comprenaient, contrairement au roi, la psychologie des masses. Ils savaient comment utiliser la peur, l'espoir et la haine comme des armes. Ils n'étaient pas simplement en train de s'opposer au roi, ils construisaient un État alternatif, avec sa propre idéologie, ses propres rituels et sa propre justice expéditive. C'est cette force combinée, la fureur des sans-culottes et le cerveau des Jacobins, qui allait finalement juger et condamner Louis XVI. Si l'ancien régime était déjà rongé par des fissures internes, un événement singulier allait agir comme le coup de marteau qui ferait s'effondrer tout l'édifice. Cet événement, le catalyseur qui transforma un roi contesté en un traître avéré, fut la funeste fuite à Varennes dans la nuit du 20 au 21 juin 1791. Ce ne fut pas seulement une évasion ratée, ce fut une rupture psychologique et symbolique irréparable entre le roi et la nation. Depuis des mois, la famille royale vivait dans une semi-captivité au palais des Tuileries. Louis XVI, bien qu'ayant accepté en apparence la Constitution, se sentait humilié, dépouillé de son autorité divine et prisonnier de Paris. Poussé par la reine et ses conseillers les plus conservateurs, il se résolut à l'acte le plus désespéré s'enfuir de la capitale pour rejoindre la forteresse de Montmédy, près de la frontière, où l'attendait une armée fidèle. De là, il espérait pouvoir négocier avec l'Assemblée en position de force, voire écraser la Révolution avec l'aide des puissances étrangères. Le plan était audacieux, mais son exécution fut un enchaînement d'erreurs amateurs et d'arrogance aristocratique. La famille royale voyageait sous de fausses identités, mais dans une berline luxueuse et surchargée, trop grande et trop lente pour passer inaperçue. Des retards s'accumulèrent. Les relais de cavalerie prévus pour escorter le convoi furent manqués. Et la discipline se relâcha. Le roi lui-même, au lieu de rester discret, mit plusieurs fois la tête à la portière, permettant à plusieurs personnes de le reconnaître. Le moment fatidique eut lieu à Saint-Menehould, où Jean-Baptiste Drouet, un maître de poste et un patriote zélé, crut reconnaître le profil du roi sur un assignat. La monnaie de papier de l'époque, saisissant la gravité de la situation, il galopa à travers champs pour devancer la berline royale et alerter les autorités de la petite ville de Varennes-en-Argonne. C'est là, en pleine nuit, sur un pont bloqué par une charrette, que le voyage s'acheva. La scène de l'arrestation fut surréaliste.
Le roi de France, descendant de Saint Louis et de Louis XIV, fut interpellé par un procureur de province, un certain Sauce, forcé de descendre de voiture. Louis tenta d'abord de nier son identité, mais la supercherie était vaine. Le symbole de la nation, le père du peuple, était démasqué, capturé comme un vulgaire fugitif. La nouvelle de l'arrestation se répandit comme une traînée de poudre, provoquant la stupeur, puis la fureur. La fuite du roi était perçue comme la preuve ultime de sa duplicité. Il n'avait jamais sincèrement accepté la Révolution. Il avait comploté pour la détruire de l'extérieur. Le voyage de retour vers Paris fut un calvaire, un chemin de croix inversé. La berline royale avançait lentement, escortée par la garde nationale. Au milieu de foules immenses et silencieuses. Ce silence était plus terrifiant que des cris. C'était un silence de mépris, de deuil pour une confiance perdue. Personne ne se découvrait sur son passage. Le roi était mort, dans le cœur de ses sujets, bien avant de monter sur l'échafaud. La fuite à Varennes détruisit les derniers vestiges de la monarchie constitutionnelle. Elle radicalisa la Révolution, donna un poids immense aux républicains et rendit le procès et l'exécution du roi non seulement possibles, mais pour beaucoup, inévitables. Ce n'était plus une question de réforme, c'était devenu une question de survie nationale, en tentant de sauver sa couronne. Louis XVI avait en réalité scellé son destin et celui de sa famille. Le retour de Varennes marqua le début de la véritable agonie politique de Louis XVI. Son autorité, déjà affaiblie, était désormais anéantie. Le respect qui entourait encore sa personne s'était évaporé, remplacé par une méfiance glaciale et une surveillance de tous les instants. Le palais des Tuileries, qui avait été sa résidence forcée, se transforma en une prison dorée, un lieu où chaque geste était épié, chaque parole interprétée, et chaque jour apportait son lot d'humiliation. La famille royale vivait dans un état de siège permanent. La garde nationale, commandée par Lafayette, était officiellement chargée de leur protection. Mais chacun comprenait le véritable sens de cette mission, il s'agissait d'une incarcération. Les sentinelles étaient postés à chaque porte, dans les couloirs, et même devant la chambre de la reine. L'intimité n'existait plus. Des officiers suivaient la reine lors de ses promenades, dans le jardin, et écoutaient les leçons données au dauphin. Et c'était une torture psychologique constante, conçue pour rappeler à la famille royale qu'elle était à la merci de la nation. Politiquement, Louis était devenu un fantôme. Bien qu'il conservât le titre de roi, son pouvoir était purement nominal. L'Assemblée législative, qui succéda à la Constituante, le traitait avec une condescendance à peine voilée. Il fut contraint d'approuver des lois qui allaient à l'encontre de ses convictions les plus profondes, notamment des décrets contre les prêtres cosaques réfractaires qui avaient refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé. Son droit de veto, l'un des rares pouvoirs qui lui restaient, devint une source de conflits permanents. Chaque fois qu'il l'utilisait, il était accusé d'entraver la volonté du peuple et de comploter contre la Révolution. Les caricatures le surnommèrent « Monsieur Veto », le transformant en une figure d'obstruction obstinée. Cette période fut marquée par une dégradation rapide de l'image royale. Le roi qui avait été arrêté en bourgeois à Varennes ne pouvait plus prétendre à la majesté. Il était forcé de jouer un rôle, celui d'un roi citoyen, coiffant le bonnet phrygien lors des manifestations populaires. Un geste qui, loin de le rapprocher du peuple, ne faisait que souligner son impuissance et son humiliation. Pour Marie-Antoinette, la situation était encore pire. Détestée en tant qu'Autrichienne,
elle était la cible de calomnies de plus en plus virulentes, l'accusant de trahison, d'orgie et de complot. On dit que ses cheveux devinrent blancs en quelques semaines durant cette période. Un témoignage physique de la terreur et de l'angoisse qu'elle endurait. La cour elle-même, autrefois le centre de l'élégance et du pouvoir, n'était plus qu'une ombre. Les nobles les plus fidèles avaient émigré, et ceux qui restaient vivaient dans la peur, conscients que leur proximité avec le roi pouvait les rendre suspects. L'atmosphère aux Tuileries était lourde, oppressante, chargée de la certitude d'une catastrophe imminente. La monarchie n'était plus en déclin, elle était en pleine décomposition, attendant le coup de grâce. Cette lente agonie, cette mort politique qui précéda de plus d'un an sa mort physique, fut peut-être la partie la plus cruelle de la punition de Louis XVI. Il était un roi sans royaume, un père sans autorité, un homme sans liberté, contraint d'assister, jour après jour, à la destruction de tout ce qu'il représentait. La lente agonie de la monarchie connut une fin violente et sanglante le 10 août 1792. Cette journée, l'une des plus décisives de la Révolution, ne fut pas une simple émeute, mais une insurrection planifiée. Une seconde révolution qui balaya les derniers vestiges du pouvoir royal et plongea la France dans une nouvelle ère de radicalisme. La situation était devenue explosive au cours de l'été. La France était en guerre contre l'Autriche et la Prusse, et les défaites militaires initiales avaient exacerbé la paranoïa à Paris. Le roi était ouvertement accusé de faire le jeu de l'ennemi, d'espérer une défaite française qui lui permettrait de restaurer son pouvoir absolu. Le point de rupture fut la publication du manifeste de Brunswick, le 25 juillet. Dans ce texte, le commandant des armées austro-prussiennes menaçait de livrer Paris à une exécution militaire et à une subversion totale si le moindre mal était fait à la famille royale. Loin d'intimider les Parisiens, ce manifeste eut l'effet contraire. Il fut perçu comme la preuve irréfutable de la collusion entre Louis et les envahisseurs. Ce fut l'étincelle qui mit le feu aux poudres. Dans la nuit du 9 au 10 août, le tocsin sonna à travers Paris. Les sections révolutionnaires, menées par des agitateurs comme Danton, formèrent une commune insurrectionnelle et prirent trop dans le contrôle de l'hôtel de ville. Des milliers de sans-culottes et de fédérés. Des gardes nationaux venus de Marseille et de Bretagne se mirent en marche vers le palais des Tuileries, déterminés à en finir avec la monarchie. À l'intérieur du palais, l'atmosphère était apocalyptique. La défense était assurée par environ 950 gardes suisses. Quelques centaines de nobles volontaires et des gardes nationaux dont la loyauté était incertaine. Conscients que la résistance était futile et terrifiés à l'idée d'un bain de sang. Louis XVI prit la décision fatale de quitter le palais avec sa famille pour chercher refuge auprès de l'Assemblée législative, qui siégeait à proximité, dans la salle du manège. Cet abandon de ses défenseurs allait être considéré comme un acte de lâcheté ultime. Après le départ du roi, le chaos éclata. Une fusillade, dont l'origine reste contestée, déclencha l'assaut général. Les insurgés, bien plus nombreux, se lancèrent à l'attaque du palais. Les gardes suisses, fidèles à leur serment jusqu'au bout, opposèrent une résistance héroïque mais désespérée. Le combat fut d'une violence inouïe. Les Suisses, reculant pas à pas, furent submergés et massacrés. La plupart furent tués dans les escaliers, les cours et les jardins du palais. Ce ne fut pas une bataille, mais une boucherie. Les corps furent mutilés, décapités, leurs têtes plantées sur des pics. La fureur populaire, une fois déchaînée, ne connut plus de limite.
Pendant ce temps, dans la loge du sténographe de l'Assemblée, Louis, Marie-Antoinette et leurs enfants écoutaient, impuissants, les bruits de la bataille et le massacre de leurs derniers défenseurs. Ils n'étaient plus mais des séants, des souverains cherchant refuge, mais des prisonniers attendant qu'on statue sur leur sort. La journée se termina par la victoire totale des insurgés. L'Assemblée, sous la pression de la commune insurrectionnelle, vota la suspension du roi et décréta l'élection d'une nouvelle assemblée, la Convention au suffrage universel. La monarchie millénaire avait cessé d'exister, quelques jours plus tard. La famille royale fut transférée à la prison du Temple. Le roi déchu quittait sa dernière prison dorée pour une véritable forteresse médiévale. Le voyage vers la guillotine avait commencé. La Révolution entrait dans sa phase la plus sanglante. Et les massacres de septembre, où des milliers de prisonniers seraient sauvagement assassinés, n'étaient plus qu'à quelques semaines. Après la violence apocalyptique du 10 août, la prison dorée des Tuileries fut échangée contre les murs de pierre froids et austères de la tour du Temple. Cette forteresse médiévale, vestige des Templiers que le roi Philippe le Bel avait anéanti des siècles auparavant, devint la dernière résidence de la famille royale. Le choix de ce lieu n'était pas un hasard. Il était chargé d'une symbolique sinistre. Un présage de la fin qui attendait la dynastie des Capétiens, l'isolement qui avait commencé aux Tuileries, devint ici total et systématique. Au début, la famille fut autorisée à rester ensemble, trouvant un maigre réconfort dans leur malheur partagé. Louis passait ses journées à instruire son fils, le jeune dauphin, lui enseignant la géographie et le latin, s'accrochant à une routine de normalité, alors que le monde s'effondrait autour d'eux. Marie-Antoinette, dépouillée de toute sa splendeur passée, passait ses heures à repriser les vêtements de ses enfants, tandis que Madame Élisabeth, la sœur du roi, priait avec une ferveur qui ne faisait que croître avec le désespoir. Mais cette unité familiale était une menace pour leur geôlier. Une famille unie pouvait susciter la pitié, voire la sympathie. La Commune de Paris, désormais la force politique dominante, décida donc de frapper là où la douleur serait la plus vive. Fin septembre, sur ordre de la Commune, Louis fut brutalement séparé de sa famille. Il fut transféré dans une autre partie de la tour et toute communication directe fut interdite. Cet acte de cruauté psychologique fut dévastateur. Pour Louis, la perte du contact quotidien avec ses enfants et sa femme fut une torture plus raffinée que n'importe quel supplice physique. C'était la destruction délibérée de son dernier rôle, celui de père et de mari. La trahison ne venait pas seulement de ses sujets, elle venait aussi de ses pairs, les autres monarques d'Europe. Malgré leurs déclarations outragées sur le traitement réservé au roi de France, leur action fut timide et calculée. L'empereur d'Autriche, neveu de Marie-Antoinette, et les rois d'Espagne et de Prusse étaient plus préoccupés par leurs propres ambitions géopolitiques que par le sort de leurs cousins français. Ils voyaient dans l'affaiblissement de la France une opportunité à exploiter. Les armées étrangères qui se massaient aux frontières n'étaient pas là pour sauver Louis, mais pour démembrer son royaume. Le roi de France était devenu un pion sacrifiable sur l'échiquier européen. Abandonné par ce clan, même qui aurait dû être ses alliés naturels. L'isolement de Louis dans sa cellule était le miroir de l'isolement de la France en Europe. Enfermé, surveillé jour et nuit par des gardes qui se plaisaient à fumer et à cracher en sa présence. Il n'avait pour compagnie que ses livres et ses pensées. Chaque jour, il lisait les récits des malheurs d'un autre roi déchu. Charles Ier d'Angleterre, exécuté 1 siècle et demi plus tôt. L'histoire semblait se répéter avec une précision macabre. Dans cette solitude forcée,
Le roi qui avait été incapable de prendre des décisions fermes sur son trône trouva une nouvelle forme de dignité. Il se réfugia dans sa foi, se préparant non plus à régner, mais à mourir. Le monde extérieur, avec ses complots et ses fureurs, s'estompait, laissant place à une confrontation intime avec son Dieu et sa conscience. La Révolution, en l'isolant, croyait l'affaiblir. En réalité, elle lui offrait involontairement le temps et l'espace pour construire la seule forteresse qu'elle ne pourrait jamais prendre, sa résignation spirituelle. Le procès de Louis XVI, qui s'ouvrit le 11 décembre 1792 devant la Convention nationale, fut la mesure désespérée ultime, non seulement pour le roi, mais aussi pour la Révolution elle-même. Pour Louis, c'était la dernière chance, aussi infime soit-elle, de se défendre. Non pas en tant que roi, mais en tant qu'homme, face à des accusations qu'il savait être un tissu de mensonges politiques. Pour ses ennemis, c'était la mesure désespérée pour légitimer un acte sans précédent, le régicide, en lui donnant les apparences d'une procédure judiciaire. Lorsque Louis entra dans la salle du manège, un silence de mort s'abattit sur l'Assemblée. L'homme qui, quelques mois auparavant, représentait l'autorité suprême, se tenait désormais à la barre, simple accusé face à ses anciens sujets devenus ses juges. Le renversement était total, vertigineux. Il fut interrogé pendant des heures par le président de la Convention, Bertrand Barrère, face à un flot d'accusations. Louis fit preuve d'un calme et d'une mémoire remarquables. Il ne plaida pas pour sa vie, mais pour la vérité, réfutant point par point les charges qui pesaient contre lui. Sa défense, loin d'être un appel à la pitié, était technique, juridique, presque froide. Il s'appuyait sur les lois de la monarchie constitutionnelle, arguant que, sous ce régime, sa personne était inviolable et sacrée, et qu'il ne pouvait être jugé pour des actes politiques couverts par la responsabilité de ses ministres. C'était une mesure désespérée, car il utilisait les outils d'un monde que ses juges avaient déjà aboli. Face à cette dignité inattendue, ses accusateurs durent redoubler de férocité. Les Jacobins comprenaient que la solidité de la défense de Louis pouvait faire basculer les députés modérés de la Plaine. Leur mesure désespérée fut donc d'intensifier la pression politique et la terreur psychologique. Robespierre monta à la tribune, non pour débattre des preuves, mais pour poser la question fondamentale. Louis doit mourir parce qu'il faut que la patrie vive. Il ne s'agissait plus de justice, mais de salut public. Les galeries étaient remplies de sans-culottes qui huaient les défenseurs du roi et acclamaient les partisans de la peine de mort. La peur planait sur l'Assemblée. Voter pour l'acquittement ou même pour une peine moins sévère que la mort. C'était s'exposer à être soi-même qualifié de royaliste et de traître. Une accusation qui menait directement à l'échafaud. Les avocats de Louis, Malesherbes, de Sèze et Tronchet, prirent des risques immenses en acceptant de le défendre. Leur plaidoirie, en particulier celle de Romain de Sèze, fut un chef-d'œuvre d'éloquence juridique, mais elle prêchait dans le désert. De Sèze conclut par une phrase prophétique. « Je cherche parmi vous des juges, et je ne vois que des accusateurs. L'histoire vous jugera. » C'était la reconnaissance que le combat se livrait non plus devant la loi des hommes, mais pour la postérité. Le roi, en se défendant avec logique et dignité, avait lancé sa dernière mesure désespérée, non pas pour sauver sa vie, qu'il savait perdue, mais pour sauver son honneur face au tribunal de l'histoire. La Révolution, en répondant par la menace et la dogmatique, avait révélé que sa propre justice était fondée sur la peur. Le moment où tout espoir fut définitivement perdu arriva non pas sous la lame de la guillotine, mais au cours d'un marathon parlementaire qui dura près de 36 heures consécutives, à partir du 15 janvier 1793.
C'est là, dans l'enceinte surchauffée et tendue de la Convention, que le destin de Louis XVI fut scellé, non par une délibération sereine, mais par un processus exténuant qui s'apparentait à une épreuve de force politique. 3 questions furent posées aux 749 députés. Louis Capet est-il coupable de conspiration contre la liberté publique et d'attentat contre la sûreté générale de l'État? Le jugement sera-t-il soumis à l'appel au peuple? Et enfin, la question fatidique. Quelle peine Louis, ci-devant roi des Français, a-t-il encouru? Pour les 2 premières questions, les réponses furent rapides et sans ambiguïté. Une majorité écrasante déclara Louis coupable et rejeta l'appel au peuple. Une manœuvre des Girondins modérés pour tenter de sauver le roi. Mais c'est sur la 3e question, celle de la sentence, que la Révolution retint son souffle. La procédure choisie était d'une cruauté psychologique extrême. Il n'y eut pas de vote à bulletin secret, chaque député, un, par ordre alphabétique de son département, devait monter à la tribune, faire face à ses collègues et au public hurlant dans les galeries, et prononcer son jugement à voix haute. C'était un acte public, un engagement irrévocable qui pouvait coûter la vie à celui qui le prononçait si le vent politique venait à tourner. La séance se prolongea toute la nuit et le jour suivant. L'atmosphère était électrique. Les députés, épuisés, blêmes à la lueur des chandelles, défilaient à la tribune. On entendait des murmures, des menaces. Certains votèrent pour le bannissement, d'autres pour la détention. Mais un mot revenait sans cesse, comme un glas la mort. Chaque fois qu'il était prononcé, des acclamations fusaient des tribunes publiques où les Jacobins avaient massé leurs partisans les plus véhéments. Le drame atteignit son paroxysme lorsque ce fut au tour de la députation de Paris. Philippe, duc d'Orléans, cousin du roi, qui s'était rebaptisé Philippe Égalité pour prouver son zèle révolutionnaire, monta à la tribune. Un silence glacial se fit. Il avait la possibilité de s'abstenir, mais dans un acte de trahison qui allait le hanter jusqu'à son propre rendez-vous avec la guillotine quelques mois plus tard. Il prononça d'une voix ferme. Uniquement occupé de mon devoir, convaincu que tous ceux qui ont attenté ou attenteront par la suite à la souveraineté du peuple méritent la mort nécro. Yalana mort. Je vote pour la mort. Un frisson d'horreur parcourut même les bancs des montagnards les plus endurcis. Si le propre sang du roi votait sa mort, quel espoir restait-il? Le décompte final fut d'une précision terrible. Sur les 721 députés présents et votants, 361 votèrent pour la mort sans condition. Soit une majorité d'une seule voix. D'autres calculs, en excluant les votes pour la mort avec sursis, portèrent la majorité à 387 contre 334. Quelle que soit la méthode de comptage, le résultat était le même. Le point de non-retour était atteint. Lorsque le président de la Convention, Vergniaud, annonça d'une voix lasse le verdict final. Ce fut comme si le poids de 1000 ans d'histoire s'abattait sur la salle. La Révolution avait décidé de tuer son père. Pour Louis, enfermé au Temple. La nouvelle qui lui parvint fut la fin de l'incertitude, la fin de l'espérance. Il ne lui restait plus qu'à se préparer à affronter la dernière étape de son calvaire. Les heures qui suivirent la notification du verdict furent empreintes d'une dignité tragique qui contrastait fortement avec la fureur politique qui avait condamné Louis, le roi déchu. Désormais simple mortel avec une date d'exécution, consacra ses derniers instants non pas à la politique, mais à sa famille et à sa foi. C'est dans ces moments ultimes que l'homme, longtemps éclipsé par la fonction, se révéla pleinement. Lorsqu'on lui lut officiellement sa sentence de mort, le 20 janvier, Louis ne montra aucune faiblesse. Il écouta calmement, puis remit à ses juges une lettre contenant ses dernières volontés.
Il ne demandait pas la grâce, mais des requêtes humaines, un délai de 3 jours pour se préparer, le droit de voir sa famille sans témoin et l'assistance d'un prêtre de son choix, l'abbé Henry Essex Edgeworth de Firmont, un prêtre non-jureur qui avait risqué sa vie en restant fidèle à Rome. La Convention, dans un dernier geste de cruauté mêlé d'une étrange déférence, rejeta le délai mais accorda le reste. La scène des adieux, qui eut lieu le soir du 20 janvier dans la salle à manger de la prison, est l'un des moments les plus poignants de l'histoire de France. La famille, qui n'avait pas vu Louis depuis son procès, fut conduite dans la pièce. L'entrevue dura près de 2 heures. Un temps suspendu rempli de larmes, de sanglots et de murmures brisés. Marie-Antoinette se jeta à ses pieds, s'accrochant à lui. Ses enfants, Marie-Thérèse et le jeune dauphin Louis-Charles, pleuraient sans pouvoir s'arrêter. Louis, malgré sa propre angoisse, tenta de les consoler. Il s'assit, prit le dauphin sur ses genoux et lui fit promettre de ne jamais chercher à venger sa mort. Il lui parla de pardon, de foi, essayant de transmettre en quelques minutes les leçons de toute une vie. Il bénit ses enfants, les serra une dernière fois dans ses bras et leur fit la promesse qu'il savait être un mensonge, de les revoir le lendemain matin. Ce mensonge était son dernier acte de paternité, un moyen de rendre la séparation supportable. La porte se referma sur sa famille en larmes, et Louis sut qu'il ne les reverrait plus jamais. Le son de leurs pleurs résonna longtemps dans le couloir. Un son qui, selon l'abbé Edgeworth, déchira le cœur du roi. Le reste de la nuit fut consacré à la préparation spirituelle. Avec l'abbé Edgeworth, Louis se confessa, puis se reposa quelques heures. Il se réveilla avant l'aube, le 21 janvier, pour entendre sa dernière messe. Dans le décor sinistre de sa cellule, avec une simple commode en guise d'autel. Le rituel catholique, que la Révolution avait tenté d'éradiquer, fut célébré une dernière fois pour le roi très chrétien. Cet acte de foi tranquille, au cœur même de la forteresse révolutionnaire, était son ultime défi. Une affirmation silencieuse que, si les hommes pouvaient tuer son corps, ils ne pouvaient toucher son âme. Il remit son testament, ses dernières lettres et quelques objets personnels à ses gardiens. Il était prêt. L'homme qui avait été un roi faible et indécis s'apprêtait à affronter la mort avec une force et une résolution qui stupéfièrent ses ennemis. Le matin du 21 janvier 1793 se leva sur un Paris glacial et brumeux. La ville était sous une tension extrême, transformée en une forteresse. Près de 80 000 hommes en armes, gardes nationaux et sans-culottes, étaient mobilisés pour sécuriser le trajet du convoi. Le silence était ordonné, aucun signe de soutien au roi ne serait toléré. La révolution, nerveuse, s'apprêtait à commettre son acte le plus radical et craignait la réaction du peuple qu'elle prétendait représenter. À 9 heures, un carrosse vert, fermé, entra dans la cour du temple. Louis monta à bord avec l'abbé Edgeworth. Le voyage jusqu'à la place de la Révolution aujourd'hui. Place de la Concorde dura près de 2 heures. Une procession lente à travers des rues bordées de soldats et de citoyens au visage fermé. Le son des tambours battait sans interruption. Un bruit sourd et menaçant, conçu pour couvrir toute acclamation royaliste et pour conditionner les esprits au spectacle à venir. À l'intérieur du carrosse, Louis lisait les psaumes de la pénitence dans le bréviaire de son confesseur. Sa voix calme, se mêlant au roulement des tambours. Il ne regardait pas par la fenêtre. Il avait quitté le monde des vivants. En arrivant sur la place, il découvrit une mer humaine, maintenue à distance par des rangées de canons. Au centre se dressait la silhouette sinistre de la guillotine.
sa lame brillant faiblement dans la lumière d'hiver. La machine attendait. Louis descendit du carrosse, le visage pâle mais résolu. Les bourreaux, menés par Charles-Henri Sanson, s'approchèrent pour lui ôter sa redingote et lui lier les mains. Ce fut le seul moment où il montra une vive résistance. « Faire ce que vous voudrez, dit-il, mais je ne me laisserai pas lier. » Une brève lutte s'ensuivit, jusqu'à ce que l'abbé Edgeworth lui murmure de voir, en cette dernière humiliation, une ressemblance avec le Christ souffrant. Louis se laissa alors faire, les cheveux coupés au niveau de la nuque. Il monta les marches glissantes de l'échafaud. Une fois sur la plateforme, il s'avança brusquement vers le bord, faisant taire les tambours d'un geste autoritaire. D'une voix forte et claire, qui porta sur toute la place, il commença son dernier discours. « Peuple, je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne aux auteurs de ma mort, et je prie Dieu que le sang que vous allez répandre ne retombe jamais sur la France. » Il allait continuer. Mais le général Santerre, commandant de la garde nationale, ordonna furieusement un roulement de tambour assourdissant. La voix du roi fut noyée. Ses derniers mots censurés. C'était l'ultime négation de sa personne. Le refus de lui accorder même la dignité d'une dernière parole. Les bourreaux le saisirent et le poussèrent sur la planche basculante. Son cou fut placé dans la lunette. Un silence bref et total tomba, seulement brisé par le bruit sec et lourd de la lame qui s'abattait. La tête de Louis XVI tomba dans le panier de son. Un des assistants de Sanson la ramassa par les cheveux et la montra à la foule. Un cri unique et immense s'éleva alors. Un cri qui semblait venir d'une seule gorge. Vive la République! La tension était rompue. Ce qui suivit fut une scène de frénésie macabre. Des citoyens se précipitèrent vers l'échafaud, dépassant les gardes, pour tremper leurs mouchoirs, des piques, des bouts de papier dans le sang du roi. Ce sang, autrefois sacré, était devenu un souvenir grotesque, un trophée révolutionnaire. Le corps et la tête furent transportés au cimetière de la Madeleine et jetés dans une fosse commune, recouverts de chaux vives pour accélérer la décomposition et empêcher que toute relique ne puisse être vénérée. La monarchie était morte, et la Révolution avait bu son sang. La mort physique de Louis XVI, bien que rapide, ne fut que le prélude à un après-coup grotesque et hautement symbolique. L'instant où la tête du roi tomba marqua la fin de l'homme. Mais le début d'un rituel macabre. Une sorte de communion profane qui révéla les profondeurs de la ferveur et de la sauvagerie révolutionnaire. Alors que le bourreau, Charles-Henri Sanson, présentait la tête blafarde et sanglante à la foule. Le cri unanime de « Vive la République » se mua en une ruée frénétique vers l'échafaud. Ce qui se produisit alors défia l'entendement. Des dizaines, puis des centaines de personnes. Hommes, femmes, soldats et citoyens se pressèrent contre les barrières, puis les franchirent, se précipitant vers la structure encore dégoulinante de sang. Ils n'étaient pas venus pour profaner, mais pour participer. Avec une avidité quasi religieuse, ils trempèrent tout ce qu'ils pouvaient dans le sang royal mouchoir. Bouts de papier, pointes de pique, sabres. C'était un baptême républicain. Un sacrement nouveau où le sang du tyran venait d'y remplacer l'huile sainte du sacre. Chaque participant repartait avec sa relique. Un souvenir tangible de l'acte fondateur de la République. Cet acte de participation collective était essentiel. Il ne s'agissait pas seulement de curiosité morbide, mais d'un moyen pour chaque individu de s'approprier une part du régicide, de rendre la décision de la Convention irréversible en la scellant par un geste personnel et sanglant. Le corps du roi, pendant ce temps, était traité avec une indifférence calculée.
Les assistants de Samson le placèrent, ainsi que la tête, dans un simple panier d'osier, puis dans un cercueil de bois brut. Il n'y eut aucune cérémonie, aucune prière. Le cortège funèbre était une simple charrette qui se dirigea vers le cimetière de la Madeleine, un terrain vague où avaient été enterrés les gardes suisses tués le 10 août. L'ironie était cruelle. Le roi rejoignait dans la mort ceux qui étaient morts. Morts pour le défendre. Dans la fosse commune, son corps fut déposé sans ménagement, puis recouvert de chaux vive. Cette pratique n'était pas seulement hygiénique, elle était profondément symbolique. La chaux vive était destinée à accélérer la décomposition, à détruire le corps royal, à empêcher que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage pour les royalistes. La Révolution ne voulait pas seulement tuer le roi, elle voulait l'annihiler, effacer jusqu'à sa trace physique de la surface de la terre. Le bourreau Samson lui-même, un homme habitué à la mort, fut, selon ses propres mémoires, profondément marqué par cette journée. Il nota le courage du roi, mais aussi la frénésie de la foule. Une frénésie qui semblait dépasser la simple joie politique pour atteindre une sorte d'extase barbare. La journée du 21 janvier ne s'acheva pas avec la dispersion de la foule. Des rumeurs circulèrent dans Paris. Certains avaient goûté le sang du roi, le trouvant salé. D'autres vendaient à Mandéqué mèches de ses cheveux ou des fragments de ses vêtements. La personne sacrée du roi avait été entièrement désacralisée, transformée en une collection de souvenirs macabres, son corps démembré symboliquement par la ferveur populaire. La Révolution avait eu son sacrifice humain. L'onde de choc de la mort de Louis XVI se propagea instantanément de la place de la Révolution au couloir de la Convention et aux cours royales de toute l'Europe, loin de résoudre les problèmes de la France. L'exécution du roi agit comme un détonateur, précipitant la République dans une spirale de violence interne et de guerre totale. Politiquement, la mort du roi fut une victoire écrasante pour la faction la plus radicale, les montagnards, menés par Robespierre. Le régicide créa une ligne de fracture infranchissable. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Tous ceux qui avaient voté la mort étaient désormais des régicides, liés par un pacte de sang. Cette culpabilité collective devint une arme politique redoutable. Toute tentative de modération, toute critique de la direction que prenait la Révolution pouvait désormais être dénoncée comme une trahison. Une sympathie secrète pour la tyrannie déchue. Les Girondins, qui avaient tenté de sauver le roi en proposant l'appel au peuple, se retrouvèrent dans une position intenable. Ils furent rapidement accusés de fédéralisme et de royalisme déguisé. L'exécution de Louis XVI fut le prélude à leur propre chute. Quelques mois plus tard, en juin 1793, les chefs girondins seraient arrêtés, puis guillotinés. La mort du roi avait permis aux montagnards de s'emparer du pouvoir absolu et d'instaurer le comité de salut public comme l'organe de gouvernement suprême, jetant ainsi les bases de la terreur. À l'extérieur, la réaction fut immédiate et hostile. L'exécution d'un monarque, même contesté, était un affront à toutes les têtes couronnées d'Europe. C'était une déclaration de guerre non seulement à la royauté, mais à l'ordre social tout entier. L'Angleterre, jusqu'alors relativement neutre, expulsa l'ambassadeur de France. L'Espagne et le Portugal entrèrent en guerre. La plupart des États italiens et allemands rejoignirent ce qui allait devenir la première coalition contre la France, la République française, qui avait espéré se consolider dans la paix après avoir éliminé son roi, se retrouva assiégée de toutes parts, seule contre une Europe monarchique horrifiée et unie par la peur. À l'intérieur du pays, l'exécution provoqua une fracture profonde et sanglante. Dans de nombreuses régions, particulièrement dans l'ouest de la France,
Le peuple était resté profondément catholique et attaché à la figure du roi. Pour les paysans de Vendée et de Bretagne, l'exécution du bon roi Louis fut le sacrilège de trop, venant s'ajouter aux persécutions contre leurs prêtres. En mars 1793, une vaste insurrection éclata en Vendée. Non pas une simple révolte, mais une véritable contre-révolution menée au nom de Dieu et du roi. Cette guerre civile allait devenir l'un des épisodes les plus brutaux et les plus meurtriers de toute la période révolutionnaire, avec des atrocités commises des deux côtés. Ainsi, l'acte qui devait, selon ses partisans, unir la nation en la purgeant de son passé tyrannique, eut l'effet exactement inverse. Il la plongea dans une guerre civile féroce et l'isola face à une Europe hostile, justifiant ainsi aux yeux des Jacobins la nécessité de mesures encore plus extrêmes pour sauver la patrie en danger. La terreur n'était plus une simple possibilité. Elle était devenue, dans leur esprit, une nécessité logique et inévitable. L'impact à long terme de l'exécution de Louis XVI fut aussi profond et paradoxal que la Révolution elle-même. La lame qui trancha le cou du roi déclencha une chaîne de conséquences qui allait hanter la France pendant plus d'un siècle. L'héritage le plus immédiat et le plus sanglant fut, sans conteste, le déchaînement de la Grande Terreur. Avec la mort du roi comme précédent, l'idée que les problèmes politiques pouvaient être résolus par l'élimination physique des opposants s'installa durablement. La guillotine, baptisée dans le sang royal, devint l'instrument central du gouvernement. La loi des suspects permit d'arrêter et d'exécuter des milliers de personnes sur de simples dénonciations. La Révolution, dans sa quête paranoïaque de pureté, se mit à dévorer ses propres enfants. Danton, qui avait pourtant réclamé la mort du roi, fut guillotiné pour sa modération. Robespierre, l'architecte de la terreur, connut le même sort. Le régicide avait créé un monstre insatiable. Le sort du reste de la famille royale fut un autre chapitre de cette tragédie. Le jeune dauphin, que les royalistes considéraient désormais comme le roi Louis XVII, fut séparé de sa mère et confié à la garde d'un cordonnier brutal. Antoine Simon. Le but était de le rééduquer, de faire de lui un bon sans-culotte. Il fut maltraité, endoctriné et forcé de témoigner contre sa propre mère lors de son procès, l'accusant d'inceste. Il mourut en prison en 1795 à l'âge de 10 ans, de maladie et de négligence. Sa mort lente et misérable dans l'obscurité d'une cellule est peut-être plus effroyable encore que la mort rapide de son père sur l'échafaud. Marie-Antoinette suivit son mari à la guillotine en octobre 1793, après un procès tout aussi inique. Seule leur fille, Marie-Thérèse, l'orpheline du Temple, survécut. L'ironie la plus suprême de cet héritage fut l'ascension de Napoléon Bonaparte. Le chaos et l'instabilité politique qui suivirent à la terreur créèrent un vide que seul un homme fort pouvait combler. La France, épuisée par une décennie de bouleversements, aspira à l'ordre. Napoléon, général victorieux, offrit cet ordre. Après un coup d'État en 1799, il se fit nommer premier consul. Puis, en 1804, il se couronna empereur des Français. La France avait tué un roi pour abolir la monarchie, et se retrouvait, à peine une décennie plus tard, sous l'autorité d'un souverain encore plus absolu. Mais même l'Empire ne put effacer le fantôme du roi supplicié. Après la chute de Napoléon, la monarchie fut restaurée. Les frères de Louis XVI montèrent sur le trône sous les noms de Louis XVIII et Charles X. En 1815, Louis XVIII ordonna l'exhumation des restes de Louis XVI et de Marie-Antoinette du cimetière de la Madeleine. Les quelques ossements qui purent être identifiés furent transférés en grande pompe à la basilique de Saint-Denis, la nécropole traditionnelle des rois de France. L'acte visait à restaurer la continuité dynastique, à réparer la blessure de 1793. Mais le mal était fait.
la France était désormais coupée en deux. Et la lutte entre l'héritage monarchique et l'héritage républicain allait définir sa vie politique pour les 2 siècles à venir. Près de 2 siècles et demi après sa mort. La figure de Louis XVI continue de susciter des débats passionnés parmi les historiens. Son héritage étant aussi complexe et contesté que sa vie fut tragique. L'analyse historique a oscillé entre 3 interprétations principales, chacune reflétant autant les préjugés de son époque que les faits eux-mêmes. La première lecture, celle de l'historiographie républicaine classique du XIXe siècle, a peint Louis XVI sous les traits d'un tyran. Dans ce récit, il est le symbole d'un ancien régime oppressif, un roi faible, stupide et traître, entièrement responsable de son propre sort. Son exécution est présentée comme un acte de justice nécessaire et libérateur. Le moment fondateur de la République. Cette vision, portée par des historiens comme Jules Michelet, a longtemps dominé l'enseignement et la mémoire collective en France, justifiant la Révolution et ses excès comme le prix à payer pour la liberté. À l'opposé, la tradition contre-révolutionnaire et royaliste a construit l'image d'un roi martyr. Dans cette perspective, Louis XVI est un souverain pieux, un père de famille aimant, un réformateur bienveillant dont les efforts ont été sabotés par des forces obscures et une populace sanguinaire. Sa mort n'est pas un acte de justice, mais un crime odieux. Un déicide qui a souillé la France à jamais. Son calme face à la mort, sa foi inébranlable et son pardon à ses bourreaux sont présentés comme les signes de sa sainteté. Cette vision, bien que minoritaire, a persisté dans certains cercles aristocratiques et catholiques, voyant en Louis un saint sacrifié sur l'autel de l'impiété moderne. L'historiographie moderne, depuis le milieu du XXe siècle, a largement rejeté ces 2 caricatures pour brosser un portrait plus nuancé et, finalement, plus tragique. Les historiens comme François Furet ou Jean-Clément Martin ne voient en Louis XVI ni un tyran, ni un saint, mais un homme ordinaire écrasé par des circonstances extraordinaires. Il était doté de qualités personnelles indéniables, une réelle intelligence, une grande culture, une sincère volonté de bien faire et un courage physique certain. Mais il lui manquait cruellement les qualités requises pour un roi en temps de crise, la force de caractère, la vision politique, la capacité à décider et à s'imposer, son indécision chronique, son respect scrupuleux pour la légalité alors que ses adversaires ne respectaient aucune règle, et son incapacité à comprendre la nature profonde du changement révolutionnaire ont été ses faiblesses fatales. Son procès est aujourd'hui largement considéré non pas comme un acte de justice, mais comme un meurtre politique. Il fut condamné non pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il était le roi. Dans la logique révolutionnaire, sa simple existence constituait une menace pour la République. Son héritage reste donc profondément paradoxal. Il fut le dernier monarque absolu de France, mais aussi le premier roi constitutionnel. Il fut un roi qui tenta des réformes, mais qui ne sut jamais les mener à bien. Il fut un homme qui voulait le bonheur de son peuple, mais dont le règne s'acheva par la terreur. En fin de compte, son plus grand drame est peut-être celui de la médiocrité, un homme bon mais faible. Placé au gouvernail de l'État au moment de la plus grande tempête de son histoire. L'histoire de la chute et de la mort de Louis XVI transcende le simple récit d'un régicide. Elle est une méditation intemporelle sur la nature du pouvoir, la fragilité des institutions et la terrible facilité avec laquelle la quête d'un idéal peut sombrer dans la barbarie. Le destin du dernier roi absolu de France nous laisse des leçons universelles, dont l'écho résonne encore aujourd'hui. La première leçon est celle du danger de l'idéologie absolue. Les révolutionnaires qui ont condamné Louis étaient, pour la plupart, des hommes pétris d'idéaux.
Ils rêvèrent d'une république fondée sur la liberté, l'égalité et la vertu. Mais dans leur quête d'une société parfaite, ils en sont venus à croire que la fin justifiait tous les moyens. L'élimination du roi, puis des ennemis du peuple, devint une étape logique et nécessaire sur la voie de l'utopie. L'histoire de Louis XVI nous montre comment le langage de la purification et de la régénération peut devenir une justification pour le meurtre de masse. Elle nous avertit que lorsque des hommes se croient en possession d'une vérité absolue, ils deviennent capables de la plus grande inhumanité au nom du plus grand bien. Ensuite, son histoire met en lumière la relation complexe entre le symbole et la personne. Pour ces juges, il fallait tuer le roi en tant que principe tyrannique. Mais pour ce faire, ils ont dû tuer Louis Capet, l'homme. L'acte de décapitation était une tentative de séparer le corps politique du corps physique du roi. Mais ce faisant, ils ont créé un nouveau symbole. Plus puissant peut-être que celui qu'ils cherchaient à détruire, celui du martyr. La dignité de Louis face à la mort, son pardon, sa foi, ont transformé la figure du roi faible en une icône de la souffrance et de la résilience. Cela nous enseigne que l'on ne peut pas facilement contrôler le sens des symboles. Souvent, plus on cherche à en détruire un avec violence, plus on lui donne de la force. Enfin, la tragédie de Louis XVI est un avertissement sur la déconnexion entre les élites et le peuple. Enfermé dans la splendeur de Versailles, puis dans la prison des Tuileries, Louis n'a jamais pu comprendre la profondeur de la misère et de la colère de ses sujets. Il n'était pas un homme cruel, mais il était un homme ignorant, protégé de la réalité par des siècles de privilèges et des étiquettes. Sa chute nous rappelle qu'aucun pouvoir, aussi grand soit-il, ne peut survivre longtemps s'il est coupé des réalités vécues par ceux qu'il gouverne. Le bruit sec de la lame de la guillotine sur la place de la Révolution n'a pas seulement mis fin à une vie, il a mis fin à un monde. Mais ce son n'a jamais vraiment disparu. Il continue de résonner dans les couloirs de l'histoire. Un écho obsédant qui nous interroge sur nos propres sociétés. Il nous rappelle la ligne ténue entre la justice et la vengeance, entre la révolution et la tyrannie, et entre la civilisation et sa propre négation. L'histoire de Louis XVI nous force à regarder en face cette vérité dérangeante, la capacité de l'homme à commettre des actes d'une cruauté inimaginable. Non pas malgré ses idéaux, mais souvent à cause d'eux. Le sang du roi, séché depuis longtemps, laisse une tache indélébile, non seulement sur l'histoire de France, mais sur la conscience de l'humanité.